Il est 8h34, l'heure de la revue de presse. La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, elle est signée comme chaque matin Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on paye et on creuse. On paye pour les atteintes à l'environnement, les échos, le bonus-malus auto va être de nouveau durci. On paye pour les lunettes. Le Parisien aujourd'hui en France, prix des lunettes, stop aux abus. Et du coup, on creuse. Le Figaro, la dette de la France frôlera les 2000 milliards en 2014. Et puis on n'échappe pas aux suites du feuilleton fillonien. L'opinion, pourquoi Fillon a mis les pieds dans le plat. Le Monde, l'UMP gagné par la panique. Et Libération, UMP-FN, extrême dérive. UMP-FN, FN-UMP, c'est vraiment la ritournelle du moment Natacha. Oui, on avait eu 2 semaines de séquences médiatiques sur la Syrie. Et bien là, ça fait une semaine qu'on est à temps plein sur le Front National. Et ce matin encore, Le Monde revient sur la déflagration à l'UMP et sur les prises de position totalement désintéressées des uns et des autres. Henri Guénaud qui règle son compte au prétendu héritier de Philippe Séguin, Jean-Louis Borloo qui se frotte les mains et bien sûr Alain Juppé. Alain Juppé dont le Huffington Post nous signale qu'il a détrôné Manuel Valls comme homme politique préféré des Français. La revanche, c'est le titre du Huffington Post pour ceux qui se souviennent des grèves de décembre 1995. C'était Juppé droit dans ses bottes à l'époque. Exactement. Mais c'est surtout Libération ce matin qui part en croisade. Dans son éditorial, Éric de Coutty appelle la droite républicaine à l'amputation d'une partie de son corps gangréné. On voit ressurgir les adjectifs odoriférants, oui, nauséabond, rance. Enquête de marqueurs de droite incontestables, écrivent Alain Auffray et Nathalie Rollin. Les responsables de l'UMP semblent avoir engagé un véritable concours Lépine de la proposition la plus réac dans les domaines prisés par un électorat réputé vieillissant, catholique et libéral. Alors là, il y a une étrange contradiction, parce que l'électorat de l'UMP est en effet vieillissant, catholique et libéral. Mais celui du Front National, que l'UMP est censé draguer selon Libération, est de plus en plus jeune et partisan d'un État protecteur. Il faut lire d'ailleurs le sondage publié par les Échos ce matin. Le sondage distingue entre CSP+, et classe populaire chez l'ensemble des Français, à l'UMP et au FN sur les questions de sécurité, d'immigration et d'assistanat. Conclusion, la question ne se joue pas sur l'appartenance à un parti. Sur tous ces sujets, et en particulier sur la sécurité, les opinions se partagent en fonction du milieu social. Alors le texte qui, ce matin, raconte le mieux la montée du Front National, eh bien c'est une tribune publiée dans le Figaro. Elle est signée d'un professeur d'histoire à la Sorbonne, Pierre Vermeuren. Il raconte l'histoire de son canton de la Meuse depuis la Révolution. Développement, croissance, puis fin de la sidérurgie, départ des jeunes, les emplois disparaissent, les trains sont supprimés, la garnison s'en va, les petits commerces sont tués par la grande distribution et le Front National monte. L'Europe et la mondialisation ont lessivé un monde modeste, sans solution de rechange, écrit-il. Même Paris est devenu un mirage. Abandon de la République, écrit-il, très loin des gesticulations et des jugements moraux. Alors, il y a le Front National et l'UMP d'un côté, il y a François Hollande et les Verts de l'autre. Là oui. Aussi, c'est parfois cocasse. Oui, parce que ça, c'est l'autre feuilleton de la semaine. Mais celui-là, c'est une rediffusion. On l'a déjà vu plusieurs fois. Partir ou rester au gouvernement. Alors, Cécile Duflot tente de ne surtout pas répondre dans Le Parisien. Et plus intéressant, on a dans Libération Nicolas Hulot qui déplore l'incapacité de François Hollande à comprendre la véritable nature d'une fiscalité écologique. Non pas comme hausse d'impôts systématique, mais comme élément d'une politique de réorientation de la production et de la consommation. Bon, il est sans illusion, Nicolas Hulot, car comme l'écrivent Tréhard dans le Figaro, la problématique est plutôt étrangère à un François Hollande qui est rebaptisé le président du pataquès écologique. Pourtant, il y a urgence. Dans les Échos, une pleine page montre comment des scientifiques se sont intéressés à l'impact local du réchauffement climatique. Exemple choisi, l'Aquitaine, avec ses villes menacées par la montée du niveau des mers, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, ses invasions de moustiques tigres et ses vins de Bordeaux condamnés à changer de terroir ou de cépage. Et puis il y a Le Parisien, un article qui nous parle des pratiques de pêche en eau profonde avec filets dérivants qui massacrent les sols marins. Pour 3 poissons commercialisables, on ramasse une centaine d'autres espèces qu'on rejettera mortes à la mer, l'équivalent de la déforestation en Amazonie. Mais ça ne se voit pas, les conséquences sont pour plus tard, alors on continue. Et c'est intéressant, vous en parliez, de lire en parallèle les 2 interviews de Cécile Duflot et de Nicolas Hulot, parce qu'on voit qu'il y en a une qui est en poste et l'autre qui a une liberté de parole un peu plus importante. Exactement. C'est assez marquant ce matin. Allez, on boit un peu pour oublier, Natacha ? Oui, on boit.
si l'on doit bientôt changer les cépages des vins de France, autant savoir d'où ils viennent. Alors les cahiers de Science et Vie publient un numéro spécial aux sources du vin et de l'ivresse. C'est passionnant. Les Gaulois et leur amour du vin, les religions du livre face au vin et à l'ivresse, le rôle de la science dans l'amélioration des techniques viticoles et les ravages de l'alcoolisme avec l'industrie de la distillation. Par l'histoire, géographie, politique, économie et culture, in vino civilitas. Et avec modération, évidemment. Dans Science et Vie, ce matin, il paraît que l'alcool conserve les chairs. En tout cas, on nous apprend à ne pas vieillir. Exactement, parce que ça, c'est le numéro du mois de septembre de Science et Vie. Ça tombe Donc, bien, il y a parce qu'on est en septembre, ça vous a pas échappé. Oui, mais je veux dire que je parlais juste avant des cahiers de Science et Vie. C'est pour ça, il y a une nuance. Donc, vous pouvez acheter les deux. Donc, dans ce dossier, voilà, ce sont les moyens de vieillir moins vite. Alors, ne rêvez pas, hein, pour l'instant, ce sont essentiellement des constats portés sur des animaux. Sachez donc que le jeûne ralentit le vieillissement chez les macaques. On vit plus longtemps, mais alors on doit s'ennuyer fermement. Hein. Bon, chez les mouches, c'est quand on supprime l'odorat que l'on gagne en espérance de vie. Oui, parce qu'en fait, l'odeur de nourriture inciterait à dépenser de l'énergie, donc ça fatigue le corps. Bon, chez l'homme, c'est plus compliqué, paraît-il. Mais à lire les journaux de ce matin, leur cortège de métaphores olfactives, de nauséabonds, de rances, on se dit que supprimer l'odorat, à défaut de faire vieillir moins vite, ça reposerait quand même. La revue de presse, Natacha Polony, tous les matins, 8h35, sur Europe 1. Europe 1, il est 9h moins 20.